Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion. Je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 9. Au sommaire de cet épisode, nous discuterons ensemble des dernières actualités du jeu postées sur le Discord, mais également par mail avec l'actu de projet numéro 32. Nous ferons un rapide point sur le tournoi en cours et l'analyse des spoils de la Saint-Valentin, qui sont justement concentrés spécifiquement sur Westland. Alors, je pense que c'est sûrement pour aider ce pauvre royaume à ne pas finir dernier du tournoi, mais on en reparlera. Et nous aurons également la réponse à la question de règles posée lors de l'épisode précédent qui concernait la téléporteuse agressive. Pour finir, on aura la deuxième partie de notre échange avec EQ, mais je laisse maintenant la parole à Madus pour son désormais habituel édito. Habituellement, je vous gratifie de mon avis plus ou moins éclairé. Mais cette fois-ci, j'avais plutôt envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a un intérêt à Drakérion à être second joueur ? C'est une question qui dit comme ça, posée ainsi peut paraître un petit peu bête, parce que finalement, dès qu'on lit les règles, dès qu'on a fait une partie ou deux, on se dit il y a toujours intérêt à être premier joueur. C'est vrai que, pour rappel, le premier joueur, c'est celui qui fera son premier effet lors de la révélation des manœuvres. On en reparlera d'ailleurs de le point de règle. C'est également celui qui aura la première action, une fois qu'on a résolu le manœuvre. Donc, c'est un peu comme jouer premier aux échecs. A priori, on a toujours intérêt à l'être. Cela dit, je voudrais quand même rappeler qu'il y avait, jusqu'il y a quelques semaines, une carte qui s'appelait Sonner la retraite. Et Sonner la retraite, elle avait un effet qui disait on passe définitivement, on retournait la carte, et ce faisant, on choisissait un joueur qui était premier joueur au tour suivant. Là, aujourd'hui, on a toujours cette action qui s'appelle passer définitivement, je crois, dans les règles un petit peu simplifiées. On verra d'ailleurs comment ce sera réécrit dans les règles complètes. Mais cette notion de sonner la retraite, même si la carte n'existe plus, l'effet, il existe toujours. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement, on aura le choix de dire je veux que mon adversaire soit premier joueur plutôt que moi, ou est-ce que ce sera automatique, comme l'autre condition pour terminer un tour, à savoir quand les deux joueurs ont passé successivement, le deuxième à avoir passé est premier joueur. A priori, c'est automatique, lui, il n'a pas le choix. Donc c'est un vrai point, une vraie question que je me pose. Est-ce que dans les règles avancées, on retrouvera ce choix ou pas ? Et si on a le choix de nommer quelqu'un d'autre que soi-même premier joueur, quel intérêt on a à le faire ? Je rappelle également que on a quand même encore le choix d'être premier ou de second joueur lors de la mise en place, puisque vous savez que la mise en place, dès qu'on retourne la carte bannière, celui qui a la plus haute initiative choisit qui est premier joueur. Alors là, il y a peut-être un intérêt, c'est de se dire je vais choisir l'adversaire pour que celui-ci fasse sa mise en place, répartisse ses troupes entre le front et l'arrière-garde, et comme ça, en fonction de ce qu'il fait, je peux aussi répartir les miennes plus ou moins différemment. Donc là, il y a une petite contrepartie. Est-elle suffisante ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a encore le choix à la mise en place. Est-ce qu'on a le choix en fin de tour ? Il faudra voir. Et moi, je vous prophétisais que si jamais ils nous remettent le choix en fin de tour, si jamais c'est confirmé par les règles avancées, peut-être qu'on aura des cartes qui joueront là-dessus. Alors actuellement, on n'en a pas. Mais moi, j'imaginerais bien peut-être des cartes qui disent si vous êtes second joueur, machin, il gagne 2 de riposte, 2 de vie, 2 d'attaque, j'en sais rien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être arrivera et qui pourrait ajouter une petite dimension intéressante et qui, en tout cas, offrirait une contrepartie peut-être intéressante au fait de ne pas être premier joueur, alors qu'en l'état actuel, je vois pas très bien l'intérêt de choisir l'adversaire pour ça. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en l'état, c'est pas forcément intéressant, sachant qu'en plus, les bannières, on les connaît toutes. Et même après, même s'il y a différentes bannières, après on va apprendre justement à jouer contre certains types de bannières, et on sait que le joueur mettra forcément ses personnages un peu dans cet ordre-là. Donc je suis pas sûr que ce soit intéressant maintenant ou plus tard sous le format bannière, mais par contre, comme tu dis, avec certains effets peut-être, ou certaines cartes qui peuvent avoir des effets si on est second joueur, je pense que ça permettrait de rajouter un petit twist qui pourrait être intéressant pour la réflexion complètement. Absolument, et pour finir là-dessus, dans toutes les parties que j'ai faites ou que j'ai vues, on révèle la bannière, mais celui qui a la plus haute initiative se choisit en tant que premier joueur. J'ai jamais vu quelqu'un donner la main à un autre pour être premier joueur. Eh bien, passons maintenant à la fameuse actu de projet dont tu nous parlais. Oui, alors je vais commencer concernant les actus en fait sur le mot que Kata a posté le 8 février sur Discord. Il a juste envoyé un mot comme ça. Il a lancé Néoludis. Et Néoludis, dans le milieu ludique, c'est un distributeur. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais Néoludis, du coup, c'est une société de distribution qui a fait, par exemple, en jeu de cartes Final Fantasy, qui fait différents jeux de société comme Endeavor ou Subterra, qui fait également du jeu de rôle. Mais
pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout familiers avec le monde professionnel du jeu, je vais vous faire une petite explication rapide des différents intervenants dans la création d'un jeu. Comprenez bien l'impact et l'importance de ce mot néoludisme. Lorsqu'on crée un jeu de société, alors que ce soit un jeu de rôle, un jeu de cartes, un jeu de plateau, il y a plusieurs interlocuteurs avec différents métiers qui vont venir se greffer au processus de création jusqu'à la sortie définitive du jeu. Chaque étape nécessite des compétences particulières, vraiment spécifiques, que ce soit, comme on l'a vu, du graphisme, du commerce, de la communication, etc. Donc, c'est très difficile pour une société d'être capable de gérer elle-même tous les aspects, surtout quand elle débute, à moins d'avoir un budget vraiment conséquent. Et donc, comment ça fonctionne ? Je vais prendre le cas qui nous intéresse à nous, par exemple Dracarion. On démarre avec un éditeur, donc ici, pour nous, c'est Lore Master Game, qui est représenté par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le rôle de l'éditeur, c'est de produire un jeu, donc de le créer, d'en définir les contours, les types, les règles, le format, etc. Et à l'éditeur, on va venir associer un ou plusieurs illustrateurs pour faire les dessins du jeu. On va associer des graphistes pour le template, pour un peu toute la com, etc. Et des game designers qui vont valider la cohérence des règles, le bon fonctionnement, etc. On va aussi rajouter des testeurs qui sont là pour vérifier que tout soit bien cohérent, qu'il n'y ait pas de grosses aberrations, même si on n'est jamais à l'abri de rien. Et une fois que le jeu est en place, que tout est carré, il faut trouver 2 nouvelles choses. Donc déjà, il faut un imprimeur. Un imprimeur qui va permettre de sortir le jeu physiquement, que ce soit des cartes pour un livret de règles, des jetons. Enfin voilà, l'impression, elle peut se faire, surtout de nos jours, on peut la faire un peu n'importe où, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça dépend vraiment des attentes et des besoins. Donc, généralement, il y a plusieurs notions. Il y a la qualité qu'on attend de l'imprimeur, la rapidité d'impression et de livraison, le coût, etc. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et enfin, on a besoin d'un distributeur. Donc le distributeur, c'est l'intermédiaire entre l'éditeur qui produit le jeu, qui crée le jeu, et le vendeur qui, lui, va s'adresser ensuite à ses clients finaux, donc aux joueurs. Autrement dit, le distributeur, il prend le jeu d'un éditeur, il le distribue aux boutiques avec lesquelles il bosse. Généralement, un distributeur, il a déjà ses contacts, il a une équipe commerciale en place qui permet d'avoir un maximum de monde pour faire connaître le jeu. Il est également présent dans les salons ludiques, les conventions, sur Internet, etc. C'est lui qui se charge de la pub et de la communication. Et le distributeur, il a en général 3 grandes missions. La partie commerciale, donc faire connaître le jeu. La partie logistique, avec la gestion des stocks, la gestion des commandes, etc. Et la distribution, le fait que tout arrive bien correctement au client final. Donc le simple fait que Kata nous envoie ce petit mot, comme ça, en douce sur le Discord, en disant Néoludis, en fait, ça nous permet de voir à quelle étape ils en sont du jeu. Ils en sont à la dernière étape. Là, c'est vraiment la fin, là on arrive, comment est-ce qu'on va distribuer notre jeu aux joueurs. Et ça fait vraiment plaisir de se dire, bon, on avance, on est pas mal, là, on est en février, ça sent très bon. Et donc, on passe maintenant à l'actu par mail, l'actu de projet numéro 32, sur laquelle nous apprenons plusieurs choses. Donc, une information très importante, c'est que Dracarion va à Cannes. Dracarion va partir à Cannes pour présenter le jeu, donc non pas au public, mais aux professionnels, et va voir justement Néoludis pour la partie distribution. Alors, cette actu de projet, elle nous apprenait aussi d'autres choses. Elle était plutôt bienvenue, d'ailleurs, si tu me permets cette petite incise. J'ai bien aimé ce petit point d'étape sur toutes ces différentes catégories, en fait. Ça fait quelques temps qu'on regrettait un petit peu qu'il n'y ait pas de communication, et c'est bien d'en faire une sous cette forme-là, je trouvais. Enfin, c'est bien d'en faire une tout court. Après, cette forme-là, c'est très bien aussi. Donc, les illustrations, elles avancent. Donc, 42% pour le set 2, 27% pour le set 3. Bon, voilà, au-delà du pourcentage, on voit que ça continue à avancer, et pas seulement sur le core set qui, lui, était totalement illustré. Et le late pledge, eh bien, il arrive aussi. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il arrive, ça fait plusieurs fois qu'on relaye qu'il arrive, mais cette fois-ci, on peut espérer qu'il arrive semaine prochaine. Kata a également mentionné que voilà, ils étaient vraiment sur les finalisations des éléments graphiques de manière à pouvoir diffuser la chose. On croise les doigts pour que ça arrive semaine prochaine. Et une autre information importante qui, moi, m'a fait plaisir, parce qu'en lisant cette news, il n'y avait pas de lore. Mais il y avait quand même une petite phrase disant qu'ils étaient en train de travailler sur la grosse mise à jour du site web, donc pour mettre à jour simultanément le deck builder, le logiciel de tournoi et les nouvelles qui vont nous raconter du lore à partir d'avril sur le site web. Alors, je dois avouer que moi, sur la partie site internet, ça m'a fait un petit peu peur ce que j'ai lu, parce que effectivement, il indique qu'il y aura une grosse mise à jour avec ce que tu viens de citer. Par contre, quand on avait interviewé Giver, il avait dit qu'il commençait par rédiger les règles, qui a priori ne sont pas finies. En tout cas, si elles sont finies, on n'a pas connaissance, puisqu'il ne les a pas diffusées. Et qu'ensuite seulement, il se mettrait à coder le soft, le deck builder. Donc ça veut dire que si
la mise à jour n'intervient qu'après le codage Deck Builder, est-ce que ça va pas repousser cette mise à jour à une date assez lointaine? C'est vraiment la question que je me posais. Peut-être que les priorités ont été revues d'une autre façon avec l'arrivée du Fige et justement le choix du distributeur. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais on pourra poser la question et se renseigner. Et dernière information très importante, le calendrier prévisionnel. Il est écrit sur la news que pour ceux qui ont passé le Kickstarter ou éventuellement qui vont faire aussi le GameFound, donc le Let Pledge, ils vont pouvoir être livrés en juin. Par contre, pour la sortie boutique, c'est pour septembre, donc c'est à la rentrée après les vacances, à travers justement le distributeur et les différentes boutiques. Et donc je voulais parler également de la magnifique illustration qui nous est proposée pour la Saint-Valentin. Donc quoi de mieux que des elfes tout beaux, tout mignons qui n'ont pas l'air de se soucier de la guerre. Pour la Saint-Valentin, c'est une illustration qui sera présente déjà à partir de la première extension. Donc on l'aura pas dans le set de base, elle s'appelle Souvenir du printemps. Donc je pense que ça peut être un petit événement qui nous permettra, à mon avis, peut-être de se soigner, peut-être de déplacer des personnages pour qu'ils se rapprochent, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est le bosquet du printemps, c'est celui qui n'existe plus. Donc souvenir du printemps, c'est peut-être le souvenir d'un bosquet disparu. Maintenant, son effet, ça j'en ai vraiment aucune idée. Sur l'illustration en tant que telle, moi je suis frappé parce que ça ne ressemble pas à une illustration de Dracérion. Je dirais sortie d'un autre univers, d'un autre jeu, peut-être un peu japonisant avec le rose dans les arbres, mais c'est tout à fait différent de ce qu'on a pu voir. Et je vais te dire, je trouve ça superbe. Pas sur l'aspect artistique, bon c'est réussi, hein, mais c'est superbe qu'on ait vraiment comme ça des... Le contre-pied ? Ouais, un contre-pied, alors soit parce que c'est un souvenir d'un temps perdu, et c'est pour ça qu'on a voulu marquer la différence, soit pour nous dire, regardez, il y a encore tout un pan d'univers d'un point de vue graphique que vous n'avez pas vu et qui va exister. Et franchement, j'adore. Oui, mais c'est vrai que tu as raison, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand je vois, c'est joli, c'est beau, etc. Mais dans l'univers de Dracarion, ça fait étrange. Et on se dit, bon, bah, c'est pour ça qu'ils sont morts, en fait. Hein. La paix, ça marche pas. Hein. Oui, bah, on verra, mais je le vois, enfin, à mon avis, le fait que ça fasse écho à une saison dont le bosquet a disparu, c'est pas anodin, quoi. Peut-être. Souvenir du bosquet du printemps. Moins fortes que ce qu'elles étaient à l'époque, mais elles sont venues là et les spectres sont venus pour défendre. Enfin, des spectres, pas à la Carthège, hein, des beaux spectres avec des cheveux longs. Bah écoute, puisqu'on en est à parler de Wasteland et que je pense que vous avez compris, autant la dernière fois l'émission était quasiment dédiée à Gilles Estelle, autant celle-ci est quasiment dédiée à Wasteland, si on enchaînait sur les spoils. On nous a proposé justement 2 spoils pour 2 types de jeux différents. On a d'un côté les trackers impitoyables qui sont des elfes, des archers, et de l'autre côté, on a notre ami nain, dont on reparlera tout à l'heure, le bagarreur sans attente, et qui présente encore un autre style de jeu. Donc je te laisse présenter les trackers et on va en parler dans la foulée. Alors, nos trackers impitoyables, c'est au pluriel et ça tombe bien, il y a 3 elfes en illustration. Ils coûtent 3, c'est bien, 3 elfes, 3, c'est facile à se souvenir. 3 d'attaque corps à corps, 2 à distance, pas de riposte, 5 de vie, 1 de prestige. Ils ont 4 traits, ils sont archers, ils sont bosquets d'été, éclaireurs et elfes. Ils ont une réaction lorsqu'ils attaquent, déplacer un autre personnage elfe qui est sur la même ligne que lui. Bon, ça promet plein de choses. Sur les statistiques, on n'est pas très loin de ce qu'on fait habituellement, voilà, donc on est un peu en dessous de 3, mais voilà, rien d'alarmant. Il y a 2 d'attaque à distance pour compenser, donc pourquoi pas. Moi, le truc qui m'embête sur la statistique, c'est le 0, quoi. 0 de riposte. Donc les pauvres, c'est pas les seuls, hein, mais chez Wasteland, il y en a plusieurs qui ont 0 de riposte. Et ça m'embête un peu en matière de présence sur le board. Je me dis, pas simple, quoi, on va dire. Ah oui, déjà, à partir du moment où une carte a un 0 quelque part, ça sent pas bon. Oui, alors, cette carte-là, je la trouve intéressante. Vous avez compris, non pas tellement par la stat, encore que c'est pas dégueu, mais plutôt par la réaction. Donc, je le répète, hein, c'est une réaction. Quand le personnage attaque, on peut déplacer un personnage elfe qui est sur la même ligne que lui. Alors, lui, vu qu'il a 0 de riposte, on va tous le mettre en arrière-garde, on est d'accord, sauf un cas exceptionnel, mais sinon on doit tous le mettre derrière. Ce qui veut dire que si je le fais quand je le fais attaquer, si j'ai un autre elfe en arrière-garde, je peux bouger cet elfe en ligne de front, tout simplement. Ça me semble bien parce qu'il y a pas mal de situations où je trouve qu'on peut trouver de l'utilité à ça. Il y en avait une première qui me semblait d'une évidence même que je m'en veux de vous en parler. Je suis désolé, excusez-moi, j'espère que vous m'excuserez, chers auditeurs. C'est avec évidemment le garde d'Aériel. Le fameux garde d'Aériel qui est dans le fichier des spoils qu'on a diffusé. Et juste pour rappel, je vous la fais pas en entier, mais juste, lui il avait une réaction qui disait que lorsque ce personnage est déplacé, il inflige un dégât à un personnage au front. Donc,
si je cumule ces deux-là, vous comprenez bien. J'attaque avec les trackers impitoyables, je mets 2 de dégâts à distance, j'active en faisant ça le garde aériel, puisque évidemment, je le déplace en ligne de front, et le garde aériel cale 1 dégât à un personnage au front. Sur le papier, je me dis, royal. Et je vous rappelle que le garde aériel a une autre capacité qui était action, incliner ce personnage pour le déplacer. Donc, je faisais un aller, je mettais 1, je faisais un retour, je revenais en arrière, je remettais 1. Je suis wow, trop fort, génial, on va faire des trucs, l'adversaire va rien comprendre. Ça, c'est la réaction initiale. À peu près 40 secondes plus tard, non même pas, un peu moins, je relis la carte, j'étais en train de marcher pour tout vous dire, pour refaire mon dossier pour la carte d'identité, cette information est vitale, et je relis la carte, le garde aériel, je me dis, ah mince, il fait le dégât qu'au personnage au front, et pas en arrière-garde. Donc déjà, je dois vous avouer que la hype redescendait. Et puis après, j'ai commencé à compter. Je dis, attends, on part de 0. Tu dépenses 3 et tu perds 1 tempo pour mettre le tracker impitoyable en jeu. Ok. Tu dépenses 4, tu perds un deuxième tempo pour mettre le garde aériel en jeu. Ensuite, tu cales 2 dégâts avec ton tracker au 3e tempo, plus 1 avec le garde aériel, donc tu as fait 3 dégâts jusqu'à présent. Tu as perdu 7 d'or et 3 dégâts. Et au 4e tempo, tu fais l'action du garde pour le ramener en arrière. Alors, le garde, à la limite, il a 2 de riposte, tu peux le laisser devant si tu veux, mais j'aurais tendance à le mettre à l'arrière. Soit tu fais, en gros, pour 4 tempos et 7 gold, soit 4, soit 5. Bon, si c'est ça, l'horizon indépassable de Westland, moi je vais jouer bleu, hein. Soyons clairs. Non, mais il faut pas le prendre comme ça. Non, Dis-toi voilà, déjà pour que dire- tu... Je suis un peu redescendu dans la hype, c'est juste ce que je voulais dire. Je comprends parce que ça m'a fait à peu près la même chose que toi, mais pas à ce point-là. Non, parce que tu n'avais pas fait ton là, dossier à la mairie, toi, c'est pour ça que... ça doit être ça. L'idée, c'est que déjà, pour moi, il ne se joue pas dans le même tour. C'est-à-dire que je vais jouer le garde d'aériel en ligne de front. Ensuite, je vais essayer de le déplacer avec une manœuvre ou le déplacer lui-même avec son effet. Et garder l'or de ce tour-ci pour plutôt mettre un défenseur ou jouer des sorts ou autre chose. Le tracker arrivera par la suite en ligne arrière. Je n'imagine pas jouer les deux dans le même tour. Après, c'est vrai que les trackers, je trouve que déjà avoir un 0 en riposte, ça le condamne à rester derrière et à essayer de coller des flèches. Parce que sinon, c'est un sacrifice inutile. Mais je suis quand même content qu'on voit s'approcher justement un peu des synergies avec le garde, et donc on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres cartes qui vont synergiser de cette façon-là en se déplaçant d'avant-arrière. Pour peu qu'on arrive à un moment à avoir un elfe avec un body plutôt intéressant, on pourrait également le placer devant pour défendre si on n'a pas de nain, etc. Je pense que ça va nous présager d'autres choses. Donc je ne suis pas aussi défaitiste que toi, même si je comprends tout à fait ce que tu as dit. Alors après, le défaitisme, je le relativise parce que ce qui me gêne dans la combo que je vous ai présentée, alors d'une part, 5 PV pour un mec qui est à l'arrière, c'est peut-être un peu too much, mais bon, on va pas se plaindre d'avoir des PV. C'est surtout le garde aériel qui, à mon avis, pose problème. Enfin, qui pose problème. Je dis ça avec beaucoup d'humilité, on n'a pas le corset, on n'a pas toutes les cartes, j'ai pas assez de parties à mon actif. Je vous le dis là comme ça en ressenti. Hein. Je trouve ça vraiment dommage qu'il cale un dégât au front et pas en arrière-garde. Srogat et moi, on a un peu subi tous les deux du tir à Sline. C'est compliqué de se débarrasser de ces sapeurs qui sont en arrière-garde. Du coup, j'aurais bien aimé qu'il cale un dégât n'importe où. Bon, bref, là, c'est que au front. S'il le cale au front, j'ai peut-être plus envie de mettre 2 d'attaque à distance plutôt que sa réaction. Bon, voilà. Donc, c'est le garde aériel qui me gêne un peu, qui est un peu cher ou quoi, qui est mal staté, qui me pose un problème en l'état actuel des cartes que je connais et avec le peu d'expérience que j'ai, soyons clairs. Oui, et c'est vrai que Westland, n'ayant pas encore d'infiltrateur, du coup, il subit de plein fouet les infiltrateurs. On peut pas mettre un infiltrateur devant en disant tant qu'il est là, tu ne peux pas venir infiltrer mes lignes, ce qui servirait de défenseur. Et donc tout ce qui est en ligne, en arrière-garde de l'adversaire quand on joue Westland est assez compliqué à gérer. Une Mira, justement, même des sapeurs qui n'ont qu'un pauvre petit point de vie, c'est compliqué de sacrifier des attaques assez lourdes à distance qui pourraient être utiles sur d'autres choses, juste pour tuer des petites bêtes comme ça. Je comprends tout à fait. Pas une mauvaise carte en soi, mais pas aussi bonne que le nain. Voilà. Alors, pas aussi bonne et pas aussi forte que le nain. Là, excuse-moi, je me permets du coup de parler de ce nain. Déjà, première chose, avant même de parler de ses capacités, c'est quand même l'art de Pierre-Yves Réal que nous avons interviewé au début de la création du podcast. Merci. Et il est quand même magnifique. Enfin, il dégage quelque chose de petit, de brutasse. Il a son beau marteau qui brille. Bon, on sent qu'il n'est pas là pour jouer de la flûte. Et c'est très agréable parce que la capacité s'en ressent, mais surtout ses stats. Ses stats, il m'a fait rêver. Juste en le voyant, voilà, je le mettrai pour l'instant dans tout deck Westland. Peu importe que je joue nain, elfe ou ce que vous voulez, il sera là.
Pourquoi ? Parce que au niveau des stats, il a 2 d'attaque, 1 de riposte, très important à noter, le petit 1 de riposte, et 4 de vie, pour 2 ors. Ce qui est très intéressant. Il a une capacité particulière lorsqu'il est déployé. Si il est déployé au front, on l'engage et il attaque au front, tout de suite. C'est-à-dire que pour 2, on colle 2 dégâts au front. C'est quand même un gros gain pour Westland, je pense, d'avoir justement ce gain de tempo qui nous permet d'anticiper et de surprendre l'adversaire. Alors c'est une carte qui vaut 0 prestige en plus, donc elle peut mourir, ce n'est pas grave, mais surtout elle a 4 points de vie. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle va taper, et généralement les cartes standards, on va dire, ont jusqu'à 3 de riposte. C'est-à-dire que même quand il tape, il ne meurt pas sur le coup. Donc l'adversaire va être obligé de venir le chercher après pour le finir. Je trouve que cette carte est très forte pour 2 d'or, et elle permet de surprendre l'adversaire. En plus, c'est un nain, donc elle va synergiser avec tous les sorts de nains qu'on connaît déjà, qui permettent de lui donner de la riposte, de lui donner de l'attaque. Il peut faire une petite surprise. Il peut taper à 2 d'attaque et hop, on remet 2 d'attaque derrière en plus pour un petit tort. Je pense que cette carte va permettre de faire des surprises et de retourner complètement des parties. Et je suis à 100% d'accord avec toi. Et j'ajouterais que son coup de 2 permet de brouiller les cartes, puisqu'on a l'assaillant haineux, même si jusqu'à présent on n'était pas très fan, mais l'assaillant haineux il coûte 2 aussi. L'assaillant haineux, pour rappel, c'est un 4-0-2. Et donc là-dessus, de se dire je garde 2 d'or, je pense que l'adversaire peut se demander qu'est-ce qui va lui tomber dessus finalement. Parce que il peut se dire bon bah je vais peut-être pas passer tout de suite, parce que si je passe définitivement que je reprends une douille à 4, si je mets l'assaillant haineux c'est pas bon. Et si je passe ok, mais il faut que je prévoie qu'éventuellement il peut tout de suite me mettre effectivement un bagarreur qui cale 2 direct. Je pense que l'adversaire va se poser plus de questions encore qu'avant, et j'espère qu'on aura encore d'autres nains. J'apprécie vraiment ce côté un peu bluff où tu sais pas trop ce qui va se tomber dessus, quoi. Je trouve que ça commence à être un truc qu'on voit bien chez les nains et j'aime bien. Ça permet de rajouter à Westland ce petit côté imprévisible. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on discute rapidement tous les deux, c'est au niveau de ses traits. Parce qu'il a le trait nain, donc ça très bien, et il a le trait vide. Et vide, pour moi, c'est la première fois que je le vois, il me semble, sur une carte. Donc je ne vois pas trop à quoi ça peut correspondre, parce que Bagarreur sans attente, je pense pas qu'il sorte du vide ou de n'importe où pour venir attaquer l'adversaire, même si du coup il y a peut-être un lien avec le fait qu'il arrive et qu'il s'incline tout de suite, un petit effet de surprise. Mais qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce mot vide ? Alors ça m'inspire que soit le designer n'avait aucune idée, je dis bon je vais mettre vide, et les mecs vont discuter. On va dire que c'est pas ça. C'est peu probable, on va dire que c'est peu probable. On aurait dû demander à IQ, tiens. Non, sinon le vide, ça me faisait penser aussi à des concepts peut-être qu'on a vus dans d'autres univers, de manipulation de l'espace et du temps, et qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que ce nain attaque tout de suite. Donc peut-être qu'il arrive à contracter l'espace-temps, alors vous changerez le terme, hein, ça fait un peu retour à le futur, pour réussir justement à quasiment avoir imprévisible, quoi. Donc est-ce qu'on aura d'autres nains qui vont là-dedans ? Est-ce que c'est bien l'explication ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça ? Aucune idée, mais je suis intrigué aussi. Puisqu'on a fini sur les spoils, je te laisse la main sur les résultats du tournoi. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le tournoi, c'est parti. Est-ce que tout se passe bien pour le moment ? Eh ben, ça dépend vraiment pour qui. Parce que au moment où on enregistre cet épisode, bien que Guilestel et Tiraslin arrivent à bien performer avec un win rate très honorable, Westland se retrouve en bas de tableau avec 0 victoire pour 5 combats. J'ai l'impression que c'est un peu l'équipe de France au JO, là. Ça m'inquiète un petit peu, cette histoire. Mais espérons justement que les derniers spoils vont les aider à gagner au moins une bataille, hein, et qui ne rentrent pas Fanny, les pauvres. Et en ce qui concerne les joueurs, Galus fait un magnifique, mais sublime 4-0 dans la poule 5, avec son deck Guilestel. Il a roulé sur tout le monde, sachant que c'est la poule qui est affectueusement nommée par les joueurs du Discord la poule de la moelleté. Et bravo, vraiment félicitations à lui. Félicitations également à Chris et à son deck Tiraslin, qui sont bien partis pour faire un résultat similaire, avec pour le moment 3 victoires pour 3 combats, donc il est encore à une victoire proche de perfer complètement sa poule. Également félicitations à Swarmil et Janter, qui restent tous deux également invaincus avec 2 victoires chacun. Mais je voulais donner une mention honorable à Adeona, qui en tant que joueur qui n'a pas fait beaucoup parler de lui dans l'univers de Dracarion, parce qu'il a suivi le projet depuis le début, mais il s'est pas vraiment autant jeté que nous à fond dedans. Il n'a pas eu peur de se lancer dans la bataille contre tous les joueurs d'expérience. Force et courage, hein, notre camarade Westland. J'espère en tout cas qu'il a pris beaucoup de plaisir à découvrir son deck et qu'il est reparti avec plein de nouvelles expériences. Il est encore trop tôt pour dire qui sera le meilleur royaume, enfin j'espère,
parce que de nombreux matchs sont encore à faire, mais la tendance semble se dessiner doucement. On part pour l'instant sur un Guy Lestel qui maîtrise bien son sujet, quoi. Et d'ailleurs, Madus, toi qui as lâchement fui le tournoi, avec ton petit regard extérieur, qu'est-ce que tu en dis ? Déjà, la première réflexion, c'est que il faut bien garder à l'esprit tous ceux qui ne font pas le tournoi. Enfin, il faut qu'ils l'aient en tête. Ça présume pas des forces du royaume du corset. Encore une fois, l'ordre des spoils vient un petit peu au hasard. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des choses fortes d'un royaume qui sont arrivées, moins fortes d'un autre, ou fortes contre les autres, alors que les autres n'ont pas encore les armes. Donc, il faudra évidemment se garder de dire tiens, Gilestel, c'est les meilleurs, je vais jouer avec Gilestel, quoi. Enfin, je sais pas si c'était en tête des gens, mais de la même façon qu'on a pris un petit peu nos précautions avec les spoils, il faut faire pareil pour le tournoi. Sinon, de loin, j'espère effectivement que Wasteland va redresser un petit peu la barre. Alors, est-ce la faute du royaume ou des joueurs, si je voulais être taquin? Oui, ça va. On va dire que c'est un peu les deux, voilà. Okay, ça marche, bon courage à toi. Merci. Ramène-nous une petite victoire pour le royaume, hein, et puis comme ça, après, peut-être qu'on pourra débriefer plus en avant aussi sur les ressorts des matchs. Oui, je pense que ça pourrait être pertinent justement de faire une petite analyse un peu plus poussée sur les matchs et un peu les cartes qui sont pertinentes, qui sont intéressantes et qu'on n'aurait peut-être pas vu venir en fait de loin et qui se retrouvent assez fortes. Je te propose maintenant de passer au point de règle, justement, et reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. On s'était quitté sur une petite devinette. Cette devinette comprenait en fait 2 interrogations. La première relative à l'ordre des priorités qui suivaient la révélation de la manœuvre, entre le joueur 1 et le joueur 2, et la deuxième à l'ordre des priorités en matière de réaction. Alors, je vais d'abord répondre à cette dernière question et vous indiquer que lorsqu'il y a indiqué déploiement sur une manœuvre, vous pouvez remplacer ce mot pour bien comprendre par réaction après avoir révélé une manœuvre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de priorité spécifique aux manœuvres une fois qu'on les a révélées. Si je prends 2 cartes, une manœuvre avec un effet de déploiement et une carte que j'ai en jeu qui dirait par exemple, une fois que vous avez révélé une manœuvre, soigner un personnage. Carte fictive, mais peu importe, c'est pour l'exemple. À partir du moment où vous avez révélé la manœuvre et que vous êtes premier joueur, vous avez la première action, eh bien, vous pouvez choisir soit de faire le déploiement de votre manœuvre, soit de soigner le personnage, puisque la réaction s'applique également à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de priorité, vous n'êtes pas obligé de résoudre d'abord la manœuvre avant de pouvoir éventuellement faire vos réactions à la révélation des manœuvres. Voilà, ça c'était le premier point. Le second, qu'est-ce qui se passe en matière d'ordre de priorité de joueurs? On avait pris le cas où il y avait le joueur 1 qui avait une téléporteuse agressive en jeu, mais que cette téléporteuse n'avait plus qu'un point de vie. Vous vous rappelez, la téléporteuse agressive, elle dit dès qu'on fait un point de dégâts, en fait, avec une manœuvre, elle-même, en réaction, peut en coller un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai les 2 joueurs qui révèlent leur carte? Le joueur 1 révèle une manœuvre qui, évidemment, va faire des points de dégâts pour pouvoir utiliser sa téléporteuse agressive, mais le joueur 2 révèle la même chose. Par exemple, le nord éclos. La manœuvre qui dit qu'une fois qu'elle est révélée, on fait 2 dégâts. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que le joueur 1 fait ces 2 dégâts et donc peut faire la réaction ensuite de sa téléporteuse agressive s'il résout toutes ses réactions d'un coup? Ou est-ce qu'il doit faire une réaction, donner la main à l'adversaire, reprendre la main, et etc. On est dans le ping-pong habituel. Et bien la réponse, c'est cette dernière option. Dès que le joueur 1 révèle sa manœuvre, donc il a un déploiement de manœuvre qui dit faites 2 dégâts. La téléporteuse agressive, elle dit faire un dégât si on en a déjà fait un, donc on ne peut pas commencer par faire son dégât à elle, puisqu'il n'y a pas encore eu d'événement déclencheur. D'accord ? On admet dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'autres cartes qui ont des effets à la révélation des manœuvres, donc le joueur 1, qu'est-ce qu'il fait ? Il sélectionne une cible et il fait 2 dégâts, si c'est le nord éclos également. Et après, il donne la main au joueur B, et ce joueur B, lui, eh bien, il va pouvoir dire, eh bien, j'ai révélé ma manœuvre aussi, je vais faire 2 dégâts à la téléporteuse agressive, il ne reste plus qu'un PV, elle meurt, et donc, c'est une manière pour empêcher, finalement, qu'elle puisse faire son effet, grâce à cet ordre de priorité qu'il faut donc bien l'avoir en tête, où on est dans le ping-pong, dès la révélation des manœuvres, on est dans le ping-pong, et on n'est pas dans un cas où le joueur 1 ferait tout, et ensuite donnerait la main au joueur 2 qui ferait tout également. Voilà. C'est très clair, merci. Pour la dernière partie de cette émission, on retrouve EQ pour justement la suite de l'interview, en espérant que ça vous plaise autant que la première. On a eu récemment le spoil de la téléporteuse agressive. Je ne sais pas si tu as encore cette carte en tête. Si, oui. Donc, la belle carte Guilestel d'une mage qui sort pour faire une petite surprise. Est-ce que tu peux nous expliquer
comment, du coup, vous avez créé cette carte du début à la version finale. De quoi tu es parti, qu'est-ce que tu as pris en premier, pourquoi cet effet, pourquoi ce coup, etc. Justement, toute la démarche que vous avez faite pour arriver à ça. Alors, en fait, l'idée, c'était d'avoir... on va dire que les chercheurs de ruines, c'est quand même surtout un trait qui va jouer avec un petit peu avec les manœuvres, avec les portails. Ça semble assez cohérent hein, quand on voit l'illustration. Et donc, c'est une carte qui permet un petit peu justement de montrer ces deux aspects-là. Encore une fois, on est sur un corset. Le but, c'est que les gens puissent identifier chercheur de ruines, c'est associé à quoi, en fait, tout simplement. Et cette carte-là, justement, je trouve qu'elle illustre très parfaitement. Elle joue à la fois sur les portails et à la fois sur les manœuvres. Et après, vu qu'elle est agressive, elle va renforcer les différents éléments. Donc, soit les manœuvres feront plus de dégâts, soit les portails vont lui permettre justement d'apparaître à des endroits pas forcément que l'adversaire avait prévu. Et donc, on peut imaginer que ça permet qu'elle tape plus fort parce que l'adversaire n'a pas eu le temps de se préparer, de se défendre comme il fallait vis-à-vis de cela. Donc, c'est un petit peu toute cette démarche-là qui a été faite. Et puis après, en termes de statistiques et autres, ça vient avec le temps de ce qu'il y a besoin pour l'archétype et autres. Et aussi faire en sorte qu'il y ait une moyenne qui se tienne au sein du royaume. Pour rebondir, donc, chercheur de win, j'essaie d'aller à la pêche aux infos, hein, forcément. Chercheur de win, on n'a pas vu tant que ça, on en a deux, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On a Sisténian et Sisténian elle. d'ailleurs, je sais pas comment Ouais, ça je sais se pas comment on dit. prononce. Du coup, Sisténian elle coûte 5, elle coûte 4. Les chercheurs de ruines, ce seront des cartes qui coûteront plutôt cher? Pas nécessairement, non, non. Après, là, vous en avez vu que deux, donc forcément, c'est un peu C'est dur pour ça que de... je pêche par la pêche aux infos. Hein. Si vous en donnez plus, Non, t'en non, donnes plus. Hein. non, il y aura un début d'archétype, en tout cas, avec le corset. Mais les chercheurs de ruines, bon, je vais pas parler du lore, il y aura plutôt un autre chevalier de l'Apocalypse, comme vous les appelez, pour vous en parler, qui le fera bien mieux que moi. Mais les chercheurs de ruines, oui, ce sont des personnages qui utilisent les portails pour aller à différents endroits de Dracarion, notamment pour chercher différents artefacts du passé. Et des fois, bah, forcément, ils vont faire des choses pas forcément très clean chez les autres, quoi. Donc, Ok. voilà, un petit peu grosso modo, donc il y aura différents coups, différents aspects, ils auront différentes facettes. Ce sont des personnes pas forcément bienveillantes. On va dire ça. Très bien. Alors, comme nous n'avons pas eu de spoil, Strogat, je vais quand même creuser maintenant. Je t'en prie. Je continue mon interrogatoire. Puisqu'on est sur Gilles Estelle, faction que j'adore, naturellement, on se posait la question, mais on l'a posé en fait, on se l'est posé en direct avec Strogat, hein, je crois, l'épisode dernier. On parlait d'Almeda, qui est obsidiane, avec cette fameuse capacité à perdre des points de vie tout seul. Est-ce qu'il y aura un truc pour aider à jouer, ou est-ce que c'est juste c'est du skill, écoute, elle se prend 2, mais si tu joues bien, t'arrives à t'en sortir, ou est-ce qu'il y aura un truc qui va aider un peu ces obsidiens? Voilà, est-ce qu'ils auront des équipements? Est-ce qu'il y aura quelque chose un peu pour éviter, par exemple, qu'elles prennent moins de dégâts ou quelque chose comme ça? Alors après, je vais pas vous spoiler l'avenir, hein, mais il y a les obsidiennes, il y en aura un petit peu de temps en temps dans les extensions notamment. Ça va pas être un thème majeur. Concrètement, c'est plutôt on va dire des personnages qui permettent de renforcer les archétypes et de ramener un bon potentiel offensif, notamment pour les mages qui sont pas forcément ceux qui sont le plus représentés par l'aspect brut de la force, hein, nécessairement. Les mages, quand on pense mage, on pense plutôt au mec avec son chapeau, avec son bâton, Totalement. que le mec qui tape avec une grosse patate. Donc ça permet justement de redonner d'autres facettes un petit peu aux mages, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de jouer des chapeaux pointus, on va dire ça comme ça. Donc ça permet de donner d'autres options aux joueurs. Donc il y aura d'autres outils qui viendront avec les extensions. Mais en tout cas, oui, si la question c'était est-ce que les obsidiens seront un trait majeur de ce royaume, la réponse est non. D'accord. Ils ont plus été pensés comme du soutien que comme un core Voilà, deck, vraiment un... exactement. Ok. Ah bah du coup, puisqu'on est dans les demandes, non, est-ce que tu pourrais nous détailler par royaume, du coup, rapidement, les factions majeures et les factions aidantes? De toute façon, il y en a déjà pas mal côté spoil, donc je vais rien révéler d'extraordinaire à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça reste intéressant. Puis en plus, il y aura la partie lore qui sera développée plutôt par Harold, qui le fera très très bien et bien mieux que moi. Donc moi, j'ai plutôt parlé de la partie archétype design qui est... Oui, parce que Harold sera passé à la question lui aussi. Hein. Oui, nécessairement. Donc en ce qui concerne Westland, ça va surtout être les elfes et les nains qui vont être mis à l'honneur, en tout cas dans ce corset et sur les extensions qui suivront. D'autres archétypes arriveront, bien entendu. Mais en tout cas, oui, ce sera principalement de l'elfe et du nain. Alors après, à noter que les nains ont un sous-thème avec les clans. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été révélés, je crois, de mémoire. Et puis les elfes auront différents bosquets qui correspondent naturellement à différents archétypes.
quand on pense aux archers classiques, comme l'imaginaire collectif le fait peut-être plus spontanément avec le Seigneur des Anneaux et Legolas notamment, eh bien ce sera plus le bosquet d'été. Le bosquet d'automne, ce sera plutôt des personnages plutôt imprévisibles, plutôt au contact. Et après, pour les autres bosquets, je laisserai Harold développer s'il le souhaite. Mais en tout cas, je ne dirai rien à ce niveau-là. Et puis, il y aura aussi un archétype qui consistera, qu'on voit déjà avec le starter, à finalement fusionner et à faire une alliance plutôt elfe-nain, plutôt que de jouer purement nain ou purement elfe. Donc ça donne vraiment 3 possibilités qui seront très différentes, en tout cas pour ce royaume-là. Donc ensuite, on a Carthage. Alors Carthage, il y a un gros thème squelette, comme on l'avait déjà très bien vu, je pense, avec le starter. Il y aura aussi les Strigoi, il y en a quelques-uns qui ont été développés. Donc les Strigoi, alors c'est pareil, ça va être un thème majeur, mais en étant mineur, c'est-à-dire que on va pas avoir un deck complet de Strigoi, c'est plutôt quelques vampires, quelques Strigoi plutôt, pour bien le dire, qui seraient puissants avec du soutien autour. Donc on aura des personnages sang, finalement, qui seront justement leur bétail, tout simplement, qui vont leur servir de réserve de sang, les ghouls qui seront un petit peu leurs serviteurs, et aussi les nécromanciens qui sont simplement au service des vampires, ni plus ni moins, des Strigoi, pardon. Donc il y a toute cette thématique-là qui sera développée un petit peu. Donc si vous imaginez un peu le cliché du Strigoi dans son château avec ses larbins, ça correspondra à peu près à ce que vous voudriez jouer avec ça. Et donc après, c'est là où je disais... Mais la sortie du coup du corset, un deck Strigoi complet ne sera pas... Ce sera compliqué à mettre en place. Tout dépend de ce qu'on entend par Strigoi complet. Si tu veux parler avec 2 cartes avec des Strigoi en trait, effectivement non. Par contre, si tu penses au Strigoi avec un sous-thème avec des personnages de sang et autres, on pourra déjà se faire plaisir, notamment parce que les ghouls sont aussi... je crois qu'Harold en avait déjà parlé, donc je ne vais pas trop parler du lore ici, mais c'est aussi, on va dire, des serviteurs un petit peu, malgré eux, des Strigoi, tout simplement. Donc ça permettra de faire différents thèmes aussi. Et je ne dirai rien, mais il y a aussi quelques personnages nommés qui vont pouvoir générer des archétypes à eux seuls. Voilà. D'accord, ah ouais, d'accord. Bah, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce... Moi, je pense que j'ai déjà fait un bon résumé de Carthage. Oui. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lokmar. Alors Lokmar, on a déjà vu la première légion avec Lilith, là, notamment, qui est un archétype plutôt basé sur la défausse et l'agression, qui cherchera à l'emporter relativement vite. On a aussi quelques spoils avec les Garuda. Donc les Garuda, ce sont des démons qui... avec des espèces de gros bidous bien sympas, si on peut dire ça. Donc qui, eux, vont être plutôt basés sur tout le fait de manger les autres, littéralement, pour avoir différents effets et en bénéficier. Donc ce qui peut aussi très bien se marier avec la première légion, parce qu'on a des personnages qui sont pas chers ou qui arrivent pour très peu d'or. On peut se permettre de les sacrifier pour la bonne cause, concrètement. Donc il y aura toute cette partie la Garuda et toute la partie un petit peu démon, avec quelques cartes un petit peu basées sur l'effroi et la terreur. On a vu peut-être aussi quelques attachements basés sur Pursa. Donc il y a aussi un thème autour des démons et de la terreur, de l'effroi, concrètement. Donc c'est vraiment les 3 grands thèmes de Lokmar du Corset. Donc ça permettra de jouer différemment, plus agressif, ou alors un peu moins quand même, parce qu'effectivement, quand on va jouer Garuda, si on sacrifie ses personnages, ça peut être soit pour aller taper vite et fort aussi, c'est une possibilité, mais aussi on pourra jouer un peu plus mid-range, on va dire. Donc ça permettra de jouer Lokmar autrement, si jamais les gens ont envie. Ça résume bien Lokmar aussi, je pense, ici. Parfait. Et ensuite, alors, je vais parler de Tiraslin. Je finis par Gilestel parce que c'est le plus complexe et le plus long à évoquer. Donc, pour Tiraslin, il y aura toute la partie, on va dire, cercle extérieur. Donc, on a vu un petit peu 2 thèmes qui vont être développés. Donc, la partie un petit peu avec les exilés, qui ont la capacité de s'entraider à travers quelques événements qu'on a vus, notamment. Donc, c'est vraiment cette faculté-là qu'auront justement les exilés, c'est l'entraide, en fait, concrètement. Et on a vu aussi un autre sous-thème avec Godric, notamment, plutôt une partie basée sur les attachements. Donc si vous aimez les personnages un peu qu'on appelle Tower et autres, Ouais. il y aura la possibilité de jouer un archétype plutôt basé sur ce type de cartes, avec les attachements. Des attachements, proprement parlé, on pourrait dire. Et les personnages assassinats, là. Les personnages, exactement. Ou alors t'en as que 2, tu fais comme tu veux, tout est possible. Et effectivement, l'autre partie, donc, qui est les hippogriffes, qui est un petit peu un sous-trait du cercle vassal. Donc les hippogriffes, concrètement, c'est
c'est un trait d'un type de cavalier concrètement. Donc, je laisserai Aaron en parler plus librement Mhm. dans la partie lore, ça sera plus Oui, parce sa que aussi, ils ont partie. l'air de se booster entre eux, un peu comme les exilés, de se protéger mutuellement. Exactement. Ouais. Et puis la polyvalence aussi. Il y aura toute une partie basée sur la cavalerie et le déplacement pour représenter justement cette capacité de manœuvre qu'ont les cavaliers. C'est un peu ce qu'on imagine quand on s'imagine des cavaliers sur le champ de bataille. Alors cette faculté à aller pouvoir à droite, à gauche et à jouer sur le déplacement, un peu à l'opposé d'un squelette Carthage qui vont pas spécialement s'amuser à bouger. Va trop bouger. Donc il y aura toute une thématique. Si on aime bien un petit peu justement jouer sur le déplacement et cet aspect manœuvre, ça pourra plaire. Ça va être un thème un peu cavalier hippogriffe. Et donc après, il y aura un sous-thème, effectivement, cercle de la couronne, qui sera vraiment un thème qui va être abordé, mais qui sera surtout à être amené à être développé plus tard. Et il y aura D'accord. une carte, effectivement, pour montrer que déjà ça existe. Il faut bien que les paysans se battent pour quelqu'un quand même. Et on va finir par Gilles Estelle. Alors Gilles Estelle, c'est aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est à travers tous ces royaumes, tous ces archétypes-là, il y aura la faculté de pouvoir builder plus ou moins facilement. Tout le monde n'a pas forcément envie de se prendre la tête des heures à builder, et d'autres, c'est l'extrême opposé. Ils vont presque préférer builder que jouer finalement. Il en faut Oui, pour oui, j'en tout le connais. goût. Et, et justement, l'intérêt de Gilles Estelle, c'est que ce sera sûrement le royaume avec le plus de facultés en termes de building pur et dur. Il y aura beaucoup de choix possibles, notamment à travers les événements, mais aussi les traits, parce qu'il y aura moins de thèmes majeurs, comme on a pu le dire avec Westland, qui est un peu à l'opposé, qui sera, comme on a dit, c'est mono-nain, c'est mono-elfe, ou alors c'est une hybridation, ce qui fait que ça oriente beaucoup, c'est beaucoup plus facile quand on est notamment nouveau joueur. Je vais me faire un deck nain, je vais mettre des nains dedans. Voilà, c'est pas très compliqué, ça se fait plutôt bien. Par contre, pour Gilles Estelle, il y aura quand même cette faculté-là possible de deck building un peu plus intuitif, notamment avec la partie du starter qu'on voit, avec les golems, qui ont une thématique où je vais défausser mon événement, enfin mes cartes du dessus de mon deck, pardon, et faire un effet, et je vais pouvoir justement aller un petit peu tricher en manipulant le dessus de mon deck grâce notamment aux érudits, qui ont la faculté justement de pouvoir trier un petit peu dans les différentes armoires de la bibliothèque. Donc ça se combine assez bien. Donc ouais, il y aura toute cette partie un petit peu érudit. Les érudits servent effectivement bien avec les golems, mais je l'apprends à personne. Pouvoir un petit peu trier et manipuler son deck, c'est utile quel que soit le deck qu'on joue. Oui. Vraiment, ça mange pas de pain, ça peut être mis un peu partout dans différents archétypes. Donc voilà, les érudits seront un petit peu aussi un thème pas majeur, mais pas mineur non plus, qui sera présent, qui permettra de donner une orientation avec une manipulation vraiment du On dessus pourra du deck. toujours, ce sera le royaume avec lequel on aura le plus de facilité à venir glisser une ou deux cartes par-ci par-là, sans forcément faire de Exactement. playsets complets et qui peuvent avoir des impacts en fonction du match-up. Exactement. De toute façon, on a déjà vu à travers, je pense, le starter, on a un petit apprenti qui permet d'aller chercher un événement, de le mettre dans la défausse, on a Golad qui permet d'aller le remettre au-dessus. Bon, on imagine déjà assez intuitivement que je peux glisser facilement quelques événements ci et là, les défausser, les récupérer en fonction du match-up, etc. Donc ça ouvre déjà des possibilités qui vont être assez riches. Et voilà, ce sera un petit peu le thème de Gilles Estelle, c'est un petit peu ça, quoi. C'est vraiment, si on veut faire du boui-boui, c'est là où on pourra aller assez facilement le faire. Donc il y aura les chercheurs de ruines qui vont pas mal jouer avec le portail, cette faculté aussi à pouvoir aller apparaître, disparaître, à aller aussi à droite, à gauche, hein, pour aussi jouer un petit peu avec le déplacement. J'avoue que quand j'ai lu l'effet de la téléporteuse, enfin, défausser une carte portail, moi ça m'a fait un petit peu mal parce que le principe de défausser des cartes, enfin, sur un jeu comme ça, j'ai l'impression que ça coûte cher en fait quand même. Tout à fait. Défausser une carte, c'est important parce que ça a autant un aspect en jeu qu'un aspect psychologique. Et vu que c'est en plus c'est une carte portail, c'est-à-dire que c'est un sort. Je pense qu'il n'y a pas de personnage portail. En tout cas, t'as des golems portail. Je sais pas. Oui. Un golem qui fait les deux. Mais c'est-à-dire qu'on va défausser un sort. Donc chez Gilles Estelle, je pense que les sorts ont beaucoup d'importance. Donc je trouve ça très très cher payé pour donner un +1 d'attaque. Alors je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir des portails quand on les défausse. Et ben, quand ce portail est défaussé, il donne plus d'attaque en plus. Tu vois, un truc un peu sympa. Donc voilà, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu peur. Après, tu peux aussi avoir des intérêts à avoir des événements dans ta défausse. Je n'en dis pas plus, mais c'est possible. Ah, peut-être. Donc ouais, il y aura pas mal de sous-thèmes. Alors, il y a aussi les obsidiens, comme on a vu. Là, ce sera vraiment plutôt un thème mineur avec quelques exemplaires d'obsidiens qui vont être là vraiment en soutien pour apporter une force de frappe assez importante quand même,
tout cas plus importante que ce qu'on peut imaginer des mages classiquement. Je pense que le mage condamné, quand il est joué actuellement sur les starters, dès qu'il est posé, l'adversaire est un peu triste. Il y a une petite larme qui coule quand même, parce qu'il faut le tomber le machin. Hein. Ouais, il est condamné, mais pas tout de suite quand même. Voilà, il va pas partir tout seul. Exactement, exactement. Il y aura aussi quelques petits personnages. On a vu qu'il y avait Gladys aussi avec un chercheur d'écailles. Ça, c'est pareil. Hein, ne pensez pas que vous allez faire un deck dragon, par exemple. Ce sera vraiment un thème très très mineur. Les dragons sont assez rares dans Dracarion, et c'est plutôt les maîtres puissants qui les maîtrisent et qui peuvent les dompter. Donc, il n'y aura pas un thème dragon, hein. Spoiler déjà. Ce sera vraiment plus les mages un petit peu classiques comme on peut l'imaginer. Et puis après, il y aura aussi le classique avec quelques apprentis ci et là qui apprendront différents tours de passe-passe et qui vont chercher à devenir un peu plus érudits, on va dire ça. Donc il y aura pas mal de facettes à ce niveau-là. Je ne vais pas trop en dire trop parce que le plaisir, ce sera aussi, je pense, de découvrir un petit peu les différentes options. Mais on pourra faire pas mal de boui-boui aussi avec les événements, le tri du deck, etc. Donc si vous aimez un petit peu cette partie-là, cette partie deck building, JD Stell, c'est peut-être l'archétype qui risque de plus vous plaire, parce que c'est celui sur lequel on aura le plus d'options à ce niveau-là, en tout cas. On est dans un environnement très concurrentiel sur les jeux de cartes JCC ou autres. C'est mon impression en tout cas. C'est un peu gratuit, mais l'impression que j'ai, il y a beaucoup de concurrents, pour dire les choses autrement. Il y a beaucoup de concurrents avec des grosses licences, avec des gros moyens ou avec des idées. Donc, comment est-ce que toi tu vois un petit peu le monde du JCC Comment est-ce que tu vois Dracarion s'en sortir là-dedans? C'est quoi, sur quoi vous misez en priorité? Tu as déjà des éléments de réponse, mais je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, de toute façon, on y avait réfléchi déjà il y a 1 an et demi, en fait, c'est comment un petit peu se démarquer finalement de ce qui existe, notamment parce que c'est souvent des jeux quand même qui ont des gros moyens ou qui ont des licences, comme tu viens très bien très bien de le dire. Donc comment on peut se démarquer finalement de nos concurrents? Il y a plusieurs aspects. Déjà l'aspect, comme on le disait, financier, la régularité des sorties. Moi j'ai entendu des interviews quand même qui m'ont un peu choqué, où quand on l'interview, c'était le community manager d'un jeu qui annonçait directement que la collection à avoir c'était impossible. Ouais. Bon, moi, déjà, tu vois, quand on me dit ça en tant que joueur, je me dis, On m'a perdu. voilà, on m'a perdu directement. Si j'ai un jeu et que je peux pas avoir la collection du playset, je joue pas, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que d'où on a déjà cette partie-là qui nous différencie un petit peu malgré tout, c'est l'accessibilité financière. On n'est pas assommé par le nombre de produits ni par le nombre de sorties. En plus de ça, si jamais on veut jouer vraiment un royaume, ça va vraiment nous coûter relativement peu cher. Là où les autres jeux ont fait un choix inverse, où tu peux mixer différentes couleurs, différents royaumes, mais par contre un nombre de cartes jouables qui est très restreint, donc finalement tout le monde cherche les mêmes cartes dans les mêmes couleurs, et du coup à l'arrivée tout le monde joue la même chose, voilà, c'est ça. Et donc nous on n'aura pas cet aspect-là, donc déjà je trouve que c'est quand même un bon point à signaler, notamment dans cette période où les gens ont quand même un peu moins de moyens qu'il y a quelques années quand même, faut bien l'avouer. Et puis aussi, déjà tout simplement la partie compétition, hein, on va quand même bien la développer, on va la mettre en avant, ce qui n'est pas forcément le cas des concurrents. En tout cas, c'est pas forcément sur ce quoi ils misent. Ils misent plus sur la partie collection, sur la partie hype autour de leur sortie, de leur licence, ce qui est normal. Hein. De toute façon, on joue avec les forces qu'on a, hein, tout simplement. Donc nous, n'ayant pas ça, faut qu'on trouve d'autres arguments. Puis vu qu'on est joueurs, on sait à quel point la partie tournoi, compétition est importante. C'est quand même une belle vitrine aussi au passage. Et justement, voilà, c'est quoi votre public cible? Parce que là, tu me parles de tournois, de compétition, etc. Ouais. C'est vrai qu'en avant, il y a aussi, par exemple, les illustrations, etc., qui sont toutes fait main et d'une très bonne qualité. Mais là, du coup, quel est votre public principal cible? Alors nous, ce serait plus, en fait, c'est un peu toute la partie un petit peu joueurs comme nous, où ils sont un peu orphelins, c'est-à-dire que tu n'as plus trop de jeux. Si tu aimais les jeux un peu à l'ancienne, qui étaient quand même beaucoup plus complexes et pas trop ce que j'appellerais des Magic-like un petit peu, où tu gagnes un mana par tour, tu as les mêmes statistiques qu'à Magic, tu as les mêmes coups qu'à Magic, enfin bon, limite tu fais un copier-coller des effets des cartes, et c'est à peu près pareil. C'est un peu ce qui sort en ce moment, donc déjà on a quand même une grosse différence d'un point de vue gameplay vis-à-vis d'eux, ce qui fait une grosse différence déjà.
Pourquoi je disais ça? Je sais même plus. C'était quoi ta question? Excuse-moi. Quel est le public cible en fait Ah, de ce jeu? Parce que le but pour qu'un jeu puisse vivre et se faire connaître, etc., c'est qu'il faut ramener des nouveaux joueurs. Alors tu exactement. peux avoir une base commune sur un certain type de joueurs, mais après, il faut quand Ouais. même ramener des nouveaux joueurs. Et ça, quelle est votre stratégie là-dessus? Comment Alors, vous voyez les ouais. choses? Bah, justement, comme je viens de te le dire, déjà, toute cette partie de joueur qui n'a plus réellement de jeu, comme moi, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 5-6 ans où j'ai plus de jeu, en fait, parce que les jeux ne me conviennent plus du tout. Quand je compare aux jeux d'il y a 20 ans, 25 ans, c'est plus du tout les mêmes produits, hein. Je pense qu'on peut quand même s'accorder là-dessus. Euh, En tout cas, en termes de saveur de jeu, de recherche, de travail, je trouve que c'était quand même autre chose. Tout simplement parce que le public a évolué. À l'époque, c'était assez niche et il fallait produire un produit vraiment de qualité pour les joueurs niches. Maintenant, le but, c'est plutôt de faire des jeux populaires pour le plus grand public, très accessibles. Donc forcément, la qualité du jeu n'est plus la même. En tout cas, le produit n'est plus le même. Et moi, ça ne me convient pas, donc je pense pas être le seul, en tout cas déjà de base. Et comme je le disais justement précédemment aussi, il y a quand même aussi cette partie collection avec des beaux-arts. Euh, Déjà, nous, la collection, elle est accessible. Euh, Comme je le disais précédemment, notre community manager annonce déjà que la collection sera impossible. Bon, soit si tu es collectionneur, est-ce que tu vas chercher à collectionner en sachant que tu n'auras jamais ta collection? Ça me paraît quand même un peu plus complexe. Il y a quand même une partie intéressante de recherche. Mais bon, si on te dit que si ça sort tous les 3 mois, que tu as beaucoup de cartes et qu'en plus de ça, tu as, je sais pas, 7 raretés et que concrètement, c'est impossible de tout avoir, bon, si je suis collectionneur, moi, ça va me freiner un petit peu aussi concrètement. Donc il y a aussi cet aspect-là avec des belles cartes quand même, hein. On n'a pas trop de cartes de bas de gamme, en tout cas en termes d'art, hein. Je pense que ça se voit. De toute façon, quand on voit la qualité des starters, déjà, je On pense que les a pas encore vus, en tout cas, ça donne, des mauvaises qualités. voilà, ça donne un petit peu là, je pense aussi à ce niveau-là. Donc ça c'est aussi un bon point. Et puis ouais, c'est ça, je pense qu'il y a toute la partie un petit peu orpheline, concrètement, que je dis des jeux de d'antan, mais aussi toute la partie des gens qui financièrement ne peuvent plus suivre, hein, parce que ça, c'est quand même un gros aspect en ce moment. Les jeux coûtent réellement une fortune, hein, en ce moment, hein. Non seulement les sorties sont accélérées, mais en plus de ça, vu que tu as quelques cartes fortes et beaucoup, on va dire, qui ne sont pas très bonnes, ce qui est un choix un peu différent d'une autre, bah, nécessairement, tout le monde cherche les mêmes cartes et les prix s'enflamment. Et pour faire un deck, c'est vite 500-600, voire plus d'euros. Bon, si en plus ça change tous les 3 mois, c'est pas non plus une évidence de sortir un tel budget juste pour un deck si régulièrement. Donc il y a tous ces éléments-là qui, je pense, peuvent jouer pour nous. Après, est-ce que ce sera suffisant? On va dire, la réponse, le futur nous dirait si on avait raison ou tort. C'est sûr que c'est plus facile quand tu as des gros moyens et que tu as une licence. Ça, je l'apprends à personne. Donc, on essaye de trouver d'autres Bah, leviers à avoir sur lesquels on peut jouer. Et surtout, nous, on a essayé de faire un jeu en tant que joueur. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? C'est-à-dire avoir un booster quand on l'ouvre. Ben, on sent qu'on ne s'est pas moqué de nous. C'est pas je regarde la dernière carte. Ah merde, c'est une carte rare qui est pas terrible. Bon, bah tant pis, j'ai perdu mes 4 euros. Je mets mes cartes à la poubelle et j'ouvre le booster suivant. hmm. Ça, c'est une sensation qui, personnellement, m'était très désagréable. J'avais quand même l'impression qu'on se moquait un peu de moi et que j'avais un ticket à gratter entre les mains. Bon, c'est pas forcément ce qu'on souhaitait faire ici. Puis ça, tu peux te le permettre quand tu as une licence. Nous, de toute façon, on n'avait pas de licence. Donc, même si on aurait voulu, ça n'aurait pas été pertinent. Donc, on a essayé de faire un jeu qui soit le plus proche possible de ce que nous, on aurait aimé en tant que joueur, à savoir un jeu accessible financièrement, qui soit pas trop lourd en termes de produits et de sorties, plein de cartes jouables, plein d'archétypes, la faculté aussi de jouer énormément sur les traits. C'est vrai que c'est pas forcément commun si tu regardes les jeux les plus récents, en tout cas, qui vont sortir. Finalement, que ce soit un elfe ou un nain, on s'en moque un peu concrètement. Ce qui est plutôt intéressant, c'est est-ce qu'il est fort tout seul? Oui, non. Voilà. Bon. Là, l'intérêt, c'est que vraiment pouvoir faire un deck basé sur un thème. Alors ça, je pense que c'est quand même aussi un bon point qu'on a. Ça reste très appréciable. Si tu es fan, je sais pas, des démons, de pouvoir te dire, je vais faire un deck démon. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui te le proposent aujourd'hui. Souvent, c'est plutôt, tu vas avoir quelques démons et des bonnes cartes Oui, autour. et puis le côté lore évolutif aussi qui a été mis en avant, il y a le Exactement. très gros impact du lore et de l'histoire qui va aller avec, qui va pouvoir immerger C'est vrai. vraiment les joueurs dedans, Tu quoi, fais plus bien. vite. Exactement, exactement. Puis le pouvoir un petit peu s'approprier un petit peu l'histoire et à travers les tournois pouvoir avoir l'option de pouvoir directement impacter le jeu et puis les futurs personnages nommés qui s'en iront possiblement.
ça peut être hyper chouette, en tout cas pour ceux qui aiment ça, c'est toujours pareil. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est qui est pas nouveau, parce que ça a déjà existé dans le passé, mais en tout cas qui n'existe plus actuellement. Et ça peut être aussi un bon point avec toute cette partie lore évolutive qui peut être hyper chouette à amener et qui permet d'être encore plus proche avec les joueurs, et ça, je trouve ça agréable personnellement. Donc là, bah, merci pour la réponse. Je pense que ça a donné des vrais arguments, hein. Ça me- En tant que joueur, ça me touche, ça me parle. En revanche, pour aller dans la question qui pique et la partie acquisition, je t'avoue que je suis un peu dubitatif sur la partie communication, je dis que vous portez, il peut y avoir des relais, mais euh, j'ai déjà un peu posé la question à Giver, je te repose la même, ou une qui ressemble. Moi, je suis allé faire mon initiation en boutique, bon, ça remonte à quelques mois, mais là, je vois un petit peu comment ça tourne. Concrètement, la boutique ne connaissait pas Dracarion. C'était à l'époque du Kickstarter, pour fixer les choses en matière de timeline, d'accord? Mhm. Euh, Déjà, je trouvais ça dommage parce qu'il y avait un pledge boutique dans Kickstarter, mais bon, soit. Et après ça, je me dis, mais est-ce que finalement la clé pour réussir, c'est pas aussi, ça va pas passer par une implication de la communauté, certes, mais de vous en tant que créateur, pour aller porter la bonne parole et pour aller se faire connaître, parce que là, l'impression que j'ai, c'est que le jeu, enfin, il n'est pas encore sorti, certes, mais aujourd'hui, la mode, on sait ce que c'est. La mode, c'est de faire des teasings de malades, comme une bande-annonce pour un film, où avant que le film sorte, tout le monde est au courant de ce qui sort. Là, j'ai l'impression que Dark Knight souffre d'un déficit de notoriété qui est juste énorme. Donc, je te pose la question, quand est-ce que ça va démarrer? Quand est-ce que ça va prendre? Parce que tous les arguments que tu as cités, à mon sens, ils ont un point commun. C'est que ce pas des arguments massus qui vont se voir au premier coup d'œil. Contrairement à une licence, si je vois une licence Star Wars, Disney, One Piece, ce qu'on veut, je vois au premier coup d'œil ce dont il s'agit. Toi, c'est des arguments de fond. Donc, si je connais pas le jeu, je peux pas voir sur une table tout ce que tu as dit. Ah, le côté illustration, je pense quand même que tu le vois tout Oui, de suite. pardon. Ça, Oui, le ça, côté illustration, ok. Côté illustration, c'est vrai. Mais pour le pour le fond, reste, je suis d'accord. pour Mais le fond, l'illustration, bon. ok, illustration, c'est vrai. Mais pour le fond, il va falloir creuser un petit peu, donc il va falloir parler du jeu. Et là, voilà, là j'ai l'impression qu'on n'en parle pas des masses. Donc, comment ça va se lancer tout ça? Alors, j'ai deux éléments à t'apporter. Alors, le premier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire plus de communication que ça? On était assez bloqué tout simplement par la partie template non définitive. L'objectif, c'était qu'on ait quelque chose de vraiment propre à montrer, à présenter, et que ce soit surtout définitif. On pouvait pas trop le faire avec notre produit précédemment, parce que les gens auraient pu associer le template du passé à Dracarion. Et si tout à coup on te montre un nouveau template, t'as pas forcément l'impression que c'est Dracarion. Donc Hmm. on a été assez bloqué par ça. On a pris du retard aussi sur cette partie-là, comme vous le disiez, avec les prestataires, mais bon, peu importe. Donc ce qui fait qu'effectivement, je peux que être d'accord sur toi sur cet aspect-là. Hein. C'est dur de ne pas l'être de toute manière. Donc, ensuite, on va pouvoir mettre un petit peu un coup de turbo une fois que cette partie-là va être faite, c'est-à-dire prochainement. Il y aura deux aspects qu'on va faire pour se faire plus connaître. Le premier déjà, c'est que rien n'est encore fait, mais on va signer prochainement, en tout cas avec un distributeur, donc ce qui permettra déjà de se faire connaître. On va notamment être à Cannes, en tout cas le distributeur il sera pour présenter justement le jeu auprès de différentes boutiques, ce qui est quand même déjà un bon élément de réponse à te Oui, donner. Et bien l'autre sûr. partie, ça va être sur la partie un petit peu plus au niveau des youtubeurs et autres. C'est vrai que tant qu'on n'a pas le produit à leur envoyer et autres, ils peuvent pas forcément le montrer, tout simplement. Mhm. Donc une fois qu'on en aura justement les starters par exemple de près ou des foils, des choses comme ça, on pourra les communiquer à différents protagonistes un petit peu dans ce registre-là, qui pourront montrer, présenter un petit peu ce que c'est que Dracarion et tout simplement se faire connaître. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas forcément le visuel à montrer, que ce soit physiquement ou même ou simplement les gens à montrer en image, qu'est-ce que c'est que Dracarion, à quoi ça ressemble, si t'as pas les templates définitifs, c'était compliqué quand même Ouais. montrer le jeu, quoi, tout simplement. Donc maintenant que ça va être fini très prochainement, eh bien, on va pouvoir justement arriver sur cette partie un petit peu communication, qui était effectivement la partie un peu qui pouvait pêcher. Et il faudra qu'on se fasse connaître relativement prochainement. Bon, le jeu ne sort pas demain, donc il n'y a Oui. pas non plus une urgence absolument folle à le faire. Ce qui est Mais dommage. c'est vrai que, comme tu le dis, il faut qu'on... Oui, ce qui est dommage, en effet, on est pas d'accord. Enfin, quelque part, non, parce que c'est quand même bien qu'il y ait un peu de pub, que le jeu se fasse connaître en amont, je pense. Donc, mais en tout cas, ouais, dans les mois qui viennent, bien entendu qu'on va mettre un gros coup de turbo là-dessus, et on fera surtout en sorte d'être présent sur les différents salons, afin de pouvoir faire de la démonstration de jeu à ceux que ça intéresse, et essayer de faire connaître le jeu
tout simplement. Alors, je vais rebondir là-dessus, justement, parce qu'on en avait, je crois qu'on en avait un petit peu parlé au début sur le Kickstarter, sur la version anglaise. Sur la version anglaise du jeu, la distribution à l'étranger, est-ce que, parce que pour toucher un marché plus large et avoir d'autres types de joueurs, etc. Donc, au départ, je voulais te poser des questions sur le game design étranger, justement, comment on game design une carte pour d'autres pays, mais déjà, est-ce que le jeu va être distribué à l'étranger, sous quelle forme, sous quelle langue? Est-ce que vous avez commencé, du coup, oui, à travailler là-dessus, parce qu'on a la partie anglaise sur le Discord, etc. Mais où vous en êtes à ce niveau-là? En distributeur, c'est pas le mot exact au sens, c'est pas, je sais pas, c'est pas un Asmodée par exemple, mais c'est un petit distributeur à qui on envoie une quantité de boosters, on va dire, qui peut les diffuser dans différentes boutiques intéressées. Donc on aura ça aux États-Unis. Mais c'est vrai que pour avoir un distributeur, par exemple, aux États-Unis, soit tu as des gros moyens, soit tu es déjà ultra connu et autres. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, notamment, c'est beaucoup plus dur déjà parce que t'es pas américain, tout bêtement. Hein. Bah, j'ai pu échanger sur le sujet avec différents. Enfin, je vais pas donner de nom, parce que peu importe. Mais en tout cas, oui, ils nous ont bien dit que de toute façon, si t'étais pas américain, grosso modo, le marché américain, ça va être compliqué. En plus, si t'es pas natif, ça l'est encore plus. Euh, et puis, il faut, pour que ça commence à se diffuser sur ce sol-là, qui est un marché très développé déjà en Europe, mais aux États-Unis, c'est encore plus développé. Il y a beaucoup plus de jeux là-bas, en fait, hein, concrètement, des Il y a plus de, cryptiques, de des concurrence. sorceries, des choses comme ça, qui n'existent pas vraiment, on va dire, en France, notamment, parce que ça n'existe Bah pas en oui. français, tout simplement. Ricky Martin, ça existe que là-bas. Voilà, pour citer un grand jeu, évidemment. Mais ouais, il y a encore plus de TCG qu'il y en a en France, et la concurrence est encore plus rude. Et en fait, je parlais avec une team assez connue là-bas, et il me disait, de toute façon, il y a déjà tellement de jeux qui sortent là-bas qu'ils peuvent même pas se permettre de prendre des produits étrangers. En fait, ils ont déjà trop de différents TCG qui sont pour des publics différents, que finalement, pour que tu t'introduises là-bas, il faut déjà que tu sois connu, en fait, ou que tu aies fait tes preuves. Mais vous allez quand Et, même garantir la sortie anglaise du jeu au moment de ah la bah bien sortie sûr, de toute façon, finale. il y aura au moins C'est... il y aura le Kickstarter de fourni, etc. Ça, c'est inévitable. Ok. Après, on va essayer de gagner en notoriété déjà en Europe, notamment. C'est plus facile de conquérir le marché voisin en Europe que d'aller être présent en Australie, aux États-Unis Et vous allez notamment. attaquer le marché européen en anglais ou vous allez adapter les langues justement avec des traductions? Alors après, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure et on verra aussi ce qui va être C'est pas encore proposé. acté. Et puis après, nous, avec le distributeur aussi, il faudra avoir le contrat. Hein, c'est toujours pareil, il y a quand même cette partie-là. Donc il y a quand même des chances que ce soit que pour la partie française et la partie anglaise, on fera ce qu'on veut. Mais tant que c'est pas signé officiellement, je vais pas m'engager à dire quoi que ce soit à ce niveau-là. D'accord. Juste un petit point de détail, tu as parlé du template qui était une des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas pu communiquer. Vous saviez dès le début que les starters étaient en template, que vous alliez retravailler, avoir un nouveau template, ou c'est venu après? Alors en fait, au cours de l'été, on s'est posé la question de si on le faisait ou non. On se doutait qu'on prendrait du retard à cause de ça. Mais par contre, à contrario, on s'est dit que ce serait quand même vraiment plus pertinent pour la sortie du jeu d'avoir un beau template, que ça fasse professionnel, notamment parce que le visuel, c'est extrêmement important. Comme tu disais tout à l'heure, jouer à une carte Star Wars, jouer à une carte Disney ou peu importe, directement, je comprends la force de la licence et de ce que c'est. Nous, on n'a pas ça déjà de base, donc si en plus on met un template qui fait pas forcément promo, ça joue pas en notre faveur, quoi. Il faut qu'au premier coup d'œil, la personne se dise ah ouais, ok, c'est pas mal quand même là. Ça donne envie d'aller voir plus loin potentiellement. Et c'est vrai qu'on s'est dit que pour la sortie du jeu, c'était important pour pouvoir le diffuser, le présenter. Ça marcherait plus facilement si jamais on avait un beau template. Donc on a pris la décision. En plus, ça nous coûtait du temps et de l'argent, hein, concrètement. Donc c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question si c'était réellement ce qu'il fallait faire ou non. Et on a pesé le pour et le contre. Et à la fin, on s'est dit bah oui, oui, oui. Ça paraît quand même être mieux, en tout cas pour l'avenir. Vaut mieux qu'on fasse quelque chose de propre dès maintenant plutôt que de le faire dans un an ou deux et tout changer possiblement. Autant avoir quelque chose de vraiment propre à présenter directement à la sortie, quoi. Ok, ça marche, merci. Après, on avait une question, c'est vrai, qui nous agitait un petit peu tous. C'est assez original d'avoir un jeu avec des cycles, des extensions, mais qui n'a pas de, j'allais dire turnover, hein, qui n'a pas de rotation. Donc, comment ça se passe, notamment en matière de réédition des futures cartes de base, quand tu te dis que toutes les cartes sont légales? Donc, quand tu commences le jeu, c'est facile. Quand tu arrives 3 ans après, est-ce que tu as toutes les extensions toujours en boutique? Enfin, concrètement, est-ce que vous avez une vision là-dessus? Ouais, bah après, c'est encore un peu tôt pour tout dire, parce que c'est vrai que ce qui se passe dans 3 ans, c'est pas forcément une évidence non plus, mais
En tout cas, ce qu'on prévoit un petit peu, ce qu'on imagine, ce serait de faire un petit peu soit des starters avec un peu des cartes réédition un petit peu classiques à avoir. C'est sûr que si dans 3 ans tu veux jouer squelette et que tu peux pas avoir ton starter squelette, ça va être un peu dommage. Donc il faudra bien trouver d'autres moyens pour les joueurs de les fournir. Donc peut-être refaire des starters différemment, par exemple. Ça peut être aussi des boîtes de réédition, possiblement, qui peuvent être intéressantes à faire. Je crois que c'est Yu-Gi-Oh! Notamment qui fait ça avec succès, qui le fait très très bien. Ça, je trouve ça vraiment excellent pour les joueurs. Alors après, dans quelle mesure on pourra faire des alternatives, ce genre de choses, on verra bien. Et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi pour la partie un peu collection et pas juste avoir des rééditions de bêtes brutes de pommes, on va dire. Donc pareil, ça dépendra de plein de choses, hein, tout simplement le budget par exemple, notamment. Donc oui, c'est vrai qu'on ne peut pas te répondre précisément sur le sujet, mais en tout cas, ouais, ce sera Oui, vous ce écartez genre pas de de choses qui possibilités, seraient quoi. vraiment. Il y a plein de choses possibles. Exactement, ouais. Je pense que les espèces de boîtes de réédition un peu à la Yu-Gi-Oh! Ce serait sûrement sur quoi on se pencherait le plus probablement, sans pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais en tout cas, ouais, l'objectif, c'est quand même que le jeu reste accessible, atteignable, notamment pour les joueurs. Et dans 3 ans, il ne faudrait pas que les gens se disent bon bah je peux pas y jouer parce que en fait les cartes sont plus en boutique tout simplement et elles sont hors de prix. L'objectif c'est pas non plus d'avoir J'ai des pas de cartes. gardien de la porte, je peux pas jouer. C'est Voilà, le drame. c'est vrai que ce serait un peu dommage. Ouais. Surtout si c'est des cartes starter. Bon, je sais pas qui vendra ces cartes starter dans 3 ans, mais à part si t'arrêtes le jeu, pas trop de raison. Quoi. Donc, Euh, Au niveau des questions classiques, du coup, avant juste de terminer, est-ce que tu peux nous dire la faction que tu préfères jouer actuellement, celle que tu détestes le plus affronter, j'y reviendrai juste après, et ton illustration favorite pour l'instant sur les cartes déjà sorties, ou peut-être à la limite un spoil non sorti et fais-nous rêver. alors, spoil non sorti, non, ça je ne pourrais pas faire, sinon je vais me faire taper sur les doigts. D'accord. L'illustration que moi personnellement j'ai préférée, bah, c'est simplement celle que j'ai en avatar sur Discord, hein, concrètement, qui est un Strigoi. Je trouve le jeu de lumière assez incroyable, la mise en scène qu'a fait Dalisa assez sublime. Donc ouais, ça c'est vraiment l'illustration une de mes préférées. Après c'est dur hein, quand on a quand même beaucoup de qualité, mais je sais pas pourquoi celle-ci me fait me fait vraiment de l'effet. Je la trouve vraiment incroyable. Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, exactement. En plus, je trouve que ça représente bien ce que c'est que le Strigoi, quoi, un peu manipulatrice, un petit peu attirante, tu vois, un petit peu ténébreuse. Enfin, ouais, je sais pas, ça me parle en tout cas. Pour les archétypes que j'aime le plus, alors très étonnamment, eh ben, ce serait plus Lokmar l'aspect Lilith. J'aime beaucoup cet aspect. Je suis pas du tout un joueur aggro à la base, mais pourtant, quand je joue cet archétype-là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir mettre mon adversaire sous pression en permanence, beaucoup plus que je peux le faire dans d'autres jeux, notamment avec les manœuvres et autres. On a vraiment l'impression de donner le ton de la partie et d'imposer à l'adversaire des manières de jouer. Et ça fait presque un peu partie d'échec quelque part, où on essaye de construire des plans de jeu avec les manœuvres et autres, et comment est-ce que j'avais agressé mon adversaire finalement. Et ça permet de faire des choses assez sympas et d'avoir une bonne expérience de jeu. Et on sent bien en fait la mise sous pression en permanence, encore plus une fois qu'on a un petit peu toutes les cartes à disposition. On a vraiment un panel de possibilités qui est assez large. Et après, c'est dans quel ordre je vais jouer mes différents effets. Et en plus, on a beaucoup d'options. Parce que souvent, les cartes, elles ont un effet potentiellement quand on la joue, quand elle est défaussée, qui est possiblement différent. Donc ça donne vraiment un beau panel C'est vrai d'options que aux joueurs. quand elle arrive, quand elle est défaussée, quand elle meurt, quand elle machin, oh, bah ça va, on va se calmer. C'est vrai que Ouais, Lokmar. ça le coup vraiment très dynamique pour les deux joueurs. Quoi. On peut pas s'ennuyer, c'est pas possible, parce que ça se rend coup pour coup directement assez vite dans la partie. Et puis, tu as vraiment cet aspect un petit peu gestion avec tes pings, combien je mets de dégâts, avec quoi je vais le finir, l'adversaire va-t-il pouvoir se soigner, donner des boucliers. Enfin, tu as vraiment beaucoup de réflexions de part et d'autre que je trouve vraiment intéressantes, ça donne une belle dynamique. Et là, on sent vraiment le côté agression où Lokmar, il vient, et ouais, ils viennent pas pour rigoler en fait. Ils viennent conquérir ta cité. Et je trouve qu'on le ressent assez bien dans le gameplay, notamment quand on joue contre cet archétype-là. Donc, Et bien du coup, j'en profite alors avec ma dernière question. Je voulais te proposer, et vous proposer à tous les deux, du coup, d'organiser un match d'exhibition en ligne hein, durant le Let's Pledge entre EQ et Madus, du coup, pour faire un peu de pub et pour voir ce que ça donne, parce que j'ai vu qu'on commençait à se chauffer sur Discord, mais qu'à un moment, il faut assumer derrière. Donc, je propose un match. Qu'est-ce que vous en dites? bah écoute, quand il veut, hein, le keeper. Ouais, bah écoute, ça pourrait être sympa. Il paraît qu'il sait jouer, le garçon. Alors, moi, je demande à voir, parce que j'entends parler d'un mec qui est imbattable, mais bon.
Eh ben parfait, vendu. Allez, on fait ça. Et On pourra puis voilà, et s'organiser puis ça pour avec pas le plaisir. décevoir, j'essaierai de jouer à le faire. Écu, rien à voir avec le Drac, hein. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part les jeux de cartes? Ah, et ben ça c'est oui, effectivement. Il y a pas mal, déjà les jeux de cartes, c'est vrai que c'est une grosse partie de ma vie, hein, très clairement depuis très longtemps. Mais ouais, j'adore aussi les Lego, tout simplement. Ah! D'accord. Ouais, c'est un peu bête, hein, mais j'ai ma petite collection de Lego Star Wars, par exemple, ce genre de choses, qui me sont assez chères, que j'adore. Quand j'étais petit, j'aimais bien construire des châteaux, tout ça, et ça m'est un peu toujours resté. Et de temps en temps, je me fais un petit plaisir où j'achète des Lego. Voilà. C'est-à-dire tu as le Faucon Millennium dans le salon? Non, parce qu'il est un peu cher, tu vois, il a 800 euros. Mais bon. Non, mais la salle de l'empereur, des choses comme ça, quoi, un petit peu. Où Luke se fait prendre par des éclairs, quoi, à la base. Ah, il y a plusieurs versions de celle-là en plus. Exactement. Je veux que j'affaire un connaisseur. Oui, oui, tout à fait. Un petit peu. Ah, puis l'autre gros thème que j'aime bien, ce serait plutôt les séries aussi. J'adore les bonnes séries. C'est vrai que ça, je peux vite les enchaîner aussi. Ouais. Ok, la dernière que tu as vue? Fringe, une série américaine du mec qui avait fait Star Wars d'ailleurs, hein, à l'époque. Mais bon. On arrive au bout de l'interview. Merci beaucoup, Écu, de t'être prêté au jeu de ce long échange et merci pour toutes les infos et toutes les explications que tu as pu nous donner. À très vite en Avec direct avec pour un petit plaisir, en match. tout cas. Oui, avec grand plaisir, les gars, en tout cas. Merci pour l'invitation, c'était super chouette. Eh bien, j'espère que cet épisode 9 vous aura plu et j'espère également que lors de l'épisode 10, on pourra enfin parler eh bien, du Let's Pledge et de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir sur les différents réseaux et également sur le Discord pour discuter et échanger avec nous. Mais j'espère également avoir des retours de Cannes et des retours très positifs sur la suite et l'avenir du jeu. Allez, ciao! Ciao!